Vous êtes un pays souverain. Nous autres Français, je crois, nous le savons mieux que quiconque. C'est à la Guinée, et c'est à son peuple, et à elle seule, d'écrire son histoire, de maîtriser son destin, d'emprunter la route qu'elle voudra. Je me bornerai à partager avec vous 4 convictions. La première, qui me paraît essentielle en vérité, est que le but premier des institutions, où que ce soit, est de parvenir à une architecture, à un équilibre des pouvoirs et des responsabilités, à une organisation politique capable de résister aux atteintes du temps et des hommes, en d'autres termes, d'échapper à la personnalisation, de s'affranchir d'une incarnation forcément contingente et éphémère. Je ne suis d'ailleurs pas sûr, soit dit en passant, que la France puisse constituer une bonne référence, puisque nous avons usé, mesdames et messieurs, pas moins de 15 constitutions depuis 1791. Ma deuxième conviction est que la vitalité démocratique des élections inclusives, transparentes et crédibles réclame, qu'on le veuille ou non, des partis politiques en ordre de marche, en bonne santé, avec la liberté de mouvement et la plénitude de leurs fonctions, de leurs capacités, adossées à un cadre légal. Il paraît fondamental pour l'avenir du pays que le dialogue, le respect mutuel et l'esprit d'ouverture prévalent à cet égard pour le bon accomplissement de cette transition. Ce que l'on appelle le vivre ensemble est sans doute une notion inclusive qui repose sur des droits humains et des libertés fondamentales pleinement garanties et respectées, au même titre qu'une justice solide, impartiale, fondée sur un état de droit. Il y a des efforts, il y a des signes de bonne volonté qui donnent espoir, mais il convient de garder foi et patience pour persévérer dans cette voie. Ma troisième conviction est qu'une part de l'avenir de ce pays dépendra de sa capacité à trouver le juste point d'équilibre entre unité et diversité, à faire tenir ensemble harmonieusement les communautés qui composent cette belle nation, où toutes et chacune ont assurément beaucoup à apporter et où le tout est plus grand que les partis. Je cite Sékou Touré en 1952, « Unis et décidés, nous pouvons tout avoir ». Ma quatrième conviction est que la normalisation de la situation en Guinée passe peut-être avant tout par le regard que les Guinéennes et les Guinéens portent sur eux-mêmes. Les motifs de fierté et de confiance en soi, de confiance mutuelle, qui sont les gages de dignité et de respect, ne manquent pas dans ce pays. La Guinée est pétrie de talents, d'individualité, de potentialité, de richesse, et pas seulement minière, humaine surtout. Comment ne pas lui souhaiter à la Guinée d'actualiser sa puissance et de prendre toute la place qui lui revient dans le concert des nations? J'en arrive aux relations franco-guinéennes. Je suis persuadé, et je vous livre mon fort intérieur, que nous avons trop longtemps payé le prix d'une séparation douloureuse et violente en 1958, de part et d'autre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Ahmed Sékou Touré, décidément on va me traiter de Sékou Touriste, avait déclaré, mais il faut lui rendre aussi la justice de ses pensées. Il avait déclaré: montent sont de solides arguments lors des discussions préliminaires sur le projet de communauté entre la France et ses colonies. Écoutez bien. Il nous faut un droit au divorce, sans lequel le mariage franco-africain pourrait être considéré dans le temps comme une construction arbitraire imposée aux générations moutantes. Le non franc et massif de la Guinée à la proposition d'appartenir à la communauté a alors retenti, vous vous souviendrez de ça, à la fois comme une exception, comme un acte fondateur et comme le fait générateur d'une rupture qui fut brutale, profonde et durable. Le général de Gaulle, qu'on a connu plus magnanime et mieux inspiré, je dois le dire, aurait même fait répondre à Sékou Touré: un divorce, oui, mais sans pension alimentaire.
Et il a décidé, dans la foulée du référendum du 28 septembre 58, le retrait, écoutez bien, en 4 mois, de 7000 fonctionnaires français, 7000, qui travaillaient pour l'administration de la Guinée, et la cessation définitive de toute aide budgétaire. Je suis navré, mesdames et messieurs, ce soir, de vous infliger ces fragments d'histoire, mais l'histoire a ainsi fait qu'à un moment donné, il aura fallu que la Guinée pallie le retrait rapide, systématique et général de l'ex-puissance coloniale qui occupait, disons-le, quasiment tout son espace. Et dans le même temps, eh bien, il a fallu que mon pays, la France, assume la perte totale d'une relation avec un pays ami, qui était, souvenez-vous à l'époque, considéré comme un des plus en vue d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais seulement vous montrer par là que nous revenons de loin, de très loin même, et que nous avons, depuis 65 ans, parcouru un grand chemin ensemble, et que nous nous sommes, regardez-vous, heureusement, retrouvés. D'ailleurs, Ahmed Sékou Touré, j'arrête après, toujours lui, déclarait dans ce fameux discours du 25 août qu'il faut relire parce qu'il est remarquable. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous font choisir, sans hésitation, l'interdépendance et la liberté dans l'Union, plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. Finalement, mesdames et messieurs, le temps leur a donné raison. La France, certes, n'est qu'un partenaire parmi d'autres, car la Guinée a d'énormes besoins et d'immenses potentialités. Il y a d'ailleurs bien d'autres pays qui sont venus après le départ de la France pour lui prêter assistance et aide. Mais la France, mon pays, se remet en question, innove, repense, réaménage son approche, sa manière de se présenter à vous, à la Guinée. Elle lui offre simplement son concours, loyal et amical, pour sa construction, son émergence et son progrès.